Si... Alors, dans cette formation, on va aborder aujourd'hui, enfin ce soir, la prévention surtout, hein, et les moyens de traitement aussi, par la médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Donc, même si on n'a pas le droit de trop intervenir, on peut, avec l'accord du médecin et du patient, travailler en commun. Et de là, certains médicaments, on peut les supprimer par des compléments alimentaires, certains compléments alimentaires, mais voilà, c'est toujours un partage c'est toujours un travail d'équipe entre le médecin et le thérapeute. Donc, ces maladies cardiovasculaires, elles vont désigner l'ensemble des problèmes qu'on peut retrouver sur le cœur et les artères, les veines. Hein. Les maladies cardiovasculaires, elles désignent l'ensemble de toutes les pathologies relatives aux vaisseaux sanguins aussi, donc les veines, les artères, et aussi le myocarde, qui est le muscle, la pompe, le muscle cardiaque. Donc, on va retrouver de très nombreuses maladies sous cette domination, maladies cardiovasculaires. Elles sont causées pour une grosse partie par des dépôts de cholestérol qu'on retrouve sur les parois des artères. Donc, ces dépôts finissent par gêner, voire empêcher la circulation du sang, qui alimente le cœur, le cerveau et les membres inférieurs, les jambes, et provoquant aussi des angines de poitrine, des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, des artérites, etc., etc. Donc, un petit mot aussi au passage, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand ce dépôt de cholestérol se dépose sur les parois des artères, c'est pas pour rien. C'est pas le corps qui a décidé de nous embêter et de se dire, bah tiens, je vais un peu lui mettre des emplâtres un peu partout, on va rigoler. C'est pas du tout pour ça. Donc, ça signifie qu'il y a une déminéralisation qui est très importante. Ça veut dire que le tissu est complètement déminéralisé, et un tissu déminéralisé, il perd de son élasticité, il perd de sa rigidité. Donc, en fait, le corps, très intelligent, quand il voit que il y a des artères et des vaisseaux importants qui sont pas loin de céder, de craquer par rapport à leur faible densité, hein, le corps va mettre quelques emplâtres. Donc, il faut bien penser à ça, c'est que c'est vraiment lié à une déminéralisation qui est très profonde. Donc, on a déjà fait une formation là-dessus, et on a vu que le fait de reminéraliser un organisme, ça prenait plusieurs mois, voire plus d'une année dans certains cas, en ayant une stratégie qui est quotidienne, utilisation de plasma marin, de quinton par exemple. Mais il y a des plantes aussi qui sont très intéressantes, comme l'ortie, mais un peu plus délicate par rapport à l'eau de mer. Voilà. Mais bien se rappeler que ce dépôt de cholestérol sur les parois des artères, ça signifie un amincissement et une fragilité des tissus. Alors, quelques chiffres. Donc, on estime, donc c'est la première cause de mortalité dans le monde, hein, les problèmes cardiovasculaires. On estime à 17,7 millions le nombre de décès imputables aux maladies cardiovasculaires, soit 31% de la mortalité mondiale. Et parmi ces décès, on estime que 7,4 millions sont dus à des cardiopathies coronariennes et 6,7 millions à des AVC. C'est des chiffres qui ont été publiés en 2015. Plus de 3/4 des décès liés aux maladies cardiovasculaires à intervenir dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. On est dedans. Sur les 17 millions de décès survenant avant l'âge de 70 ans et liés à des maladies non transmissibles, 82% se produisent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires et 37% sont imputables aux maladies cardiovasculaires. Donc, il est possible, évidemment, de prévenir la plupart des maladies cardiovasculaires en s'attaquant aux facteurs de risque. Donc, la prévention, toujours. Et puis, comme les facteurs de risque comportementaux, le tabagisme, une mauvaise alimentation, le cas de problèmes d'excès de poids, d'obésité, la sédentarité aussi, c'est assez problématique. Et puis, l'utilisation excessive, abusée d'alcool. Donc, j'avais lu des choses comme quoi 4 verres par jour d'alcool augmentaient de 30% les risques cardiovasculaires. Donc, c'est quand même beaucoup. Et ces 4 verres, c'est pas, pour certaines personnes, c'est pas grand-chose. Donc, c'est les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux sont les principales causes de mortalité dans le monde, responsables de 15 millions de décès au total en 2015. Elles ont été les premières causes de mortalité dans
dans le monde au cours des 15 dernières années. Donc c'est quand même un sacré problème. Entre 2000 et 2012, le taux de mortalité par maladie cardiovasculaire a baissé de 37% dans l'Europe, donc comprend la France, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni aussi. 27% de régression au Japon et 5% au Mexique. On voit sur ce graphisme ici que, évidemment, les maladies cardiovasculaires sont largement au-dessus, les AVC en dessous, les infections respiratoires, toujours infections respiratoires BPCO, cancer du poumon, diabète sucré, démence, même la diarrhée, vous voyez que c'est les causes de décès, tuberculose, accident de la route. Donc les maladies cardiovasculaires, on peut dire que c'est la première cause de mortalité au monde. On va localiser ces différentes maladies cardiovasculaires selon leur région. Donc, évidemment, sur la partie ORL, on a des accidents vasculaires cérébraux qu'on appelle AVC. Plutôt au niveau de la poitrine, emplacement du cœur, angine de poitrine, infarctus du myocarde. Au niveau des veines, des artères, plutôt des artérites. Donc ça concerne l'entièreté du corps. Voilà, que ce soit les membres inférieurs ou membres supérieurs. On a listé un petit peu donc l'accident vasculaire cérébral, l'artériosclérose, les cardiopathies congénitales, l'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, maladie des vaisseaux et troubles du rythme cardiaque. Donc vous voyez que sur ce simple sujet, il y a quand même pas mal de choses différentes, bon, qui ont toujours le même tragique destin, mais on voit qu'il y a pas mal de petites de choses différentes et que les artères et les veines sont plus touchées que le muscle. Donc 140 000 nouveaux cas d'AVC par an. Je pense que ça va augmenter vu les thérapies vaccinales qui ont été prodiguées ces derniers temps. Je pense qu'on va largement dépasser tout ça, malgré que en ce moment, moi je prends des patients qui ont des problèmes suite à la vaccination Covid. Il n'y a pas que des problèmes cardiovasculaires, il y a bien d'autres problèmes, acouphènes, partie ORL, inflammation, sinusite, problèmes respiratoires, enfin, c'est assez costaud. Donc la première cause de mortalité, et je ne vous raconte pas pardon, le stress que ça provoque chez les gens qui ont fait qu'une dose, qui ont été obligés, qui à un moment donné ont mis le haut là. Chez ces personnes-là, le stress que ça peut générer, cette vaccination, c'est colossal. Donc on travaille juste beaucoup avec ces gens-là sur la détente, le fait, c'est fait, de toute façon on ne peut pas revenir en arrière, stresser, angoisser, regretter, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, si ce n'est que des fois développer des maladies. Donc, première cause de mortalité chez la femme, 500 000 Français vivent avec les séquelles d'un AVC, donc ça, ils ne sont pas classés dans les décès, évidemment, donc ça fait, si on touche toutes les personnes qui sont diminuées par rapport à des problèmes cardiovasculaires ou ischémiques, ça fait énormément de gens. Et c'est la première cause de handicap acquis chez l'adulte, donc ça confirme bien ce que je vous dis par rapport aux suites, aux accidents cardiovasculaires. Voilà. Donc je vous mets plus d'infos sur les maladies cardiovasculaires, vous avez un document qui est complet, là le lien avec toutes les maladies cardiovasculaires répertoriées, détaillées médicalement. Donc c'est assez technique, mais c'est intéressant des fois d'avoir quelque chose d'assez pointu. Donc vous irez voir. Ici, je vous ai mis un petit peu à la Fondation des recherches pour les maladies médicales, donc je vous ai mis un patchwork de tout ce qu'on peut retrouver. Donc on revient sur les chiffres, 140 000 décès par les AVC par an, première cause de mortalité, voilà, on retrouve tous les chiffres. Et puis sur chaque problématique, par exemple comme ici, l'artériosclérose, donc on voit que par exemple, les symptômes apparaissent chez les gens entre 40 et 50 ans, et que ici, 90% des personnes impliquées ont des angines de poitrine suite à l'artériosclérose. Donc il y a des choses intéressantes dans ce tableau, on ne va pas le détailler ce soir, vous le regarderez sur le PDF tranquille. Voilà. Donc on va parler aussi de l'endothélium vasculaire, parce qu'il n'y a pas que le cœur, le myocarde, qui est touché par ces problèmes de maladie cardio. Donc il y a l'endothélium. Donc l'endothélium, qu'est-ce que c'est? C'est une monocouche cellulaire qui tapisse l'ensemble des vaisseaux de l'organisme. C'est un organe à part entière qui joue un rôle fondamental dans le contrôle du tonus vasomoteur, dans le trafic cellulaire et le macromoléculaire.
donc dans le maintien de la fluidité sanguine, dans les processus d'angiogénèse, hein, le développement des vaisseaux sanguins. Et il module aussi l'homéostasie vasculaire. Donc situé dans le thorax et entre les deux poumons, le cœur est un muscle creux, ça vous connaissez, la grosseur d'un point. Le cœur est composé de 4 cavités, l'oreille droite, l'oreille gauche, le ventricule droit, le ventricule gauche. Le cœur fonctionne exactement comme une pompe. Il réceptionne le sang riche en oxygène venant des poumons et il renvoie vers les autres organes, le cerveau, les reins, le foie et l'entièreté de l'organisme. Voilà. Alors, la dysfonction endothéliale joue un rôle conséquent dans l'arrivée des maladies cardiovasculaires. Voilà, ici sur le schéma, vous voyez bien les cellules endothéliales qui tapissent les artères ou les veines, hein, pareil. Donc, c'est la dernière couche ici en contact du sang. Donc, la dysfonction endothéliale, elle joue un rôle conséquent dans l'arrivée des maladies cardio. Les cellules endothéliales, elles forment une couche à parois épaisses qu'on appelle endothélium et qui tapissent tous les vaisseaux sanguins tels que les artères, les artérioles, les vénules, les veines et les microcapillaires aussi. Donc les cellules endothéliales, elles libèrent des substances. C'est pour ça qu'on dit que c'est un organe aussi. Hein. C'est pas que de la peau qui ne sécrète rien. Donc là, qui régule la contraction et la relaxation vasculaire, qui a un impact direct sur la pression artérielle. Donc voilà, donc c'est pour diminuer le risque de cardiovasculaire, l'endothélium est donc un organe préventif et thérapeutique prioritaire. Alors ici, le cœur, je ne vais pas faire un cours de physiologie sur le cœur, mais on va revoir certains petits trucs. Donc le cœur est un organe musculaire situé dans la cage thoracique, ça on l'a vu. Donc sa taille, c'est à peu près 1,5 le poing de la personne. Une paroi épaisse divise le cœur en deux parties, côté gauche, côté droit. Chaque partie comporte 2 cavités, oreillettes et un ventricule. Le cœur fonctionne comme une pompe, ça vous le savez, on l'a vu. Donc, chaque jour, le cœur pompe environ 8000 litres de sang. Donc, c'est un organe qui est très, très, très actif. Donc, quelques valves cardiaques situées entre les oreillettes et ventricules, d'une part, à la sortie des ventricules, d'autre part, et empêchent, lorsqu'elles sont fermées, le reflux de sang dans le mauvais sens. Donc, la fermeture des valves produit le son familier du battement du cœur. C'est ce qu'on entend, la fermeture des valves. Donc, ici, vous regarderez en détail, vous avez un bon schéma. Là, pareil, vous avez un schéma avec l'essence, enfin, de toute la direction des liquides, hein, du sang. Donc, je vous laisserai le regarder tranquille, on ne va pas le détailler, parce que le but de ce soir, c'est pas de faire un cours physiologique sur le cœur. Donc, en conclusion, la bonne santé cardiovasculaire, elle dépend non pas seulement du cœur, hein, mais aussi de l'endothélium vasculaire. Et ce soir, on va voir comment prévenir les problèmes cardiovasculaires par la micronutrition, le rôle de ces constituants alimentaires tels que les acides gras, les vitamines antioxydants, les folates, la vitamine D, les polyphénols et bien d'autres encore sont mis en avant depuis longtemps. On connaît les bénéfices de toutes ces choses qu'on va voir tout à l'heure. Donc, le dysfonctionnement endothélial est un facteur qui annonce la venue d'autres maladies aussi. Donc, ça, c'est important de comprendre que généralement, quand on a une dysfonction, un dérèglement, un déséquilibre important, ben, ça ne s'arrête jamais à ça. Il y a toujours une suite, une conséquence, parce que le corps va s'adapter, et ça fait partie des phénomènes d'adaptation, hein, l'hypertriglycéridémie, la dyslipidémie aussi. Donc, c'est des choses qui sont importantes à comprendre, que quand on a un problème de santé, ben, on est au risque d'en avoir d'autres. Alors, comment prévenir la dysfonction endothéliale? Pour la prévenir, cette dysfonction, on a de nombreuses stratégies, dont la première, c'est évidemment la prévention et l'alimentation. Donc, les aliments qu'on va consommer feront la différence avec une personne qui aura une alimentation saine et équilibrée, une alimentation physiologique, et peut-être, pourquoi pas, arriver à un certain âge, augmenter les portions de certains bioactifs comme le resveratrol, le curcuma, enfin il y a pas mal de choses qu'on va voir et qui sont intéressants aussi à rajouter en plus de son alimentation, soit augmenter les volumes par l'assiette, soit faire des petites cures de certains compléments alimentaires. Voilà. Alors, donc ce qu'on va beaucoup voir ce soir, c'est les polyphénols. C'est un bioactif assez exceptionnel qui a beaucoup de rôle et d'importance dans la santé
de l'être humain. Donc j'ai listé 5 bienfaits des polyphénols, il y en a plus que ça, mais on va se concentrer là-dessus. Donc c'est très intéressant pour combattre le stress oxydatif. On a vu ça, on a fait la formation sur le stress oxydatif et l'inflammation et le stress oxydatif. Voilà, donc les polyphénols aussi, elles vont faire monter le bon cholestérol, baisser le mauvais cholestérol. Elles vont agir sur les lipides sanguins, vont protéger de l'oxydation cellulaire. Les polyphénols protègent aussi les artères en atténuant les phénomènes inflammatoires, et les polyphénols ont aussi un rôle de fluidifiant sanguin. Donc c'est très intéressant pour évidemment les problèmes les gens qui ont des problèmes cardiaques. Alors dans les polyphénols, qu'on va retrouver par exemple dans les fruits rouges et certains agrumes, on va détailler ce soir spécifiquement ceux qui nous intéressent. Donc on a les flavanones, les anthocyanines, qui sont des polyphénols abondants dans les fruits. Les agrumes en regorge, par exemple. Les fruits rouges aussi sont d'excellentes sources. On a des travaux qui ont montré que la consommation associée à ces polyphénols a une diminution de risque cardiovasculaire. Donc cette étude a été menée conjointement par l'Université of East Anglia au Royaume-Uni, donc l'école de santé publique de Harvard. Donc les résultats indiquent que les rapports les plus élevés en anthocyanes sont associés à une réduction de risque d'infarctus non fatal de 14%, et alors que les rapports les plus élevés en flavanones, eux, réduisent le risque d'AVC ischémique de 22%. Donc c'est quand même intéressant, c'est des gros pourcentages, ça fait quand même beaucoup. Donc ainsi les polyphénols possèdent des propriétés qui ont des propriétés antioxydantes, antiagrégantes, plaquettaires, anti-inflammatoires, anti-allergènes, antitumorales, antithrombotiques, et ont aussi la capacité de moduler le processus homéostasique comme vasomoteur, apoptotique, proliférique, migratoire, et finalement le remodelage vasculaire et l'angiogénèse. Donc c'est très intéressant. Ici, je vous ai mis un article dessous, sur un article scientifique sur les polyphénols, les antioxydants. On peut également aussi citer le thé vert, le thé noir aussi, connu sur son action préventive à la fois des maladies cardiovasculaires et certains cancers. On a le vin aussi, le French Paradox, le resveratrol. Moi, je le cite parce que je devrais arrêter de le citer parce que c'est carrément stupide de penser qu'on va trouver du resveratrol dans du vin. Enfin, évidemment qu'il y en a, mais je pense qu'il vaut mieux utiliser d'autres sources que le vin à choisir. Moi, au lieu de boire du vin tous les jours pour avoir du resveratrol, je préfère largement et de loin une gélule, une supplémentation. Enfin, après, c'est mon avis, parce que ce qu'on va retrouver dans certains vins, oui, effectivement, il y a du resveratrol, mais il y a beaucoup d'autres cochonneries aussi. Donc, le cacao, évidemment, qui est intéressant pour diminuer les risques cardiovasculaires. On va voir, on va détailler tout ça. Ici, je vous ai mis une liste des aliments les plus riches en polyphénol. Donc, les personnes qui ont déjà des problèmes cardiovasculaires, elles peuvent augmenter leur portion d'antioxydants comme ça et choisir des petites baies et faire des cures un petit peu tous les jours. Je vous ai mis sur ce tableau, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'aronia, et l'aronia, elle est très peu connue. Ça vaut le coup parce que elle est plus riche qu'une myrtille, qu'un cassis, qu'une fraise, qu'une mûre, qu'une prune, que le thé noir, que le thé vert en antioxydants, et elle est vraiment peu chère. Donc on peut trouver des petites baies comme ça séchées chez Anatera ou des sites un petit peu particuliers. Enfin, on trouve facilement sur Internet, et il faut bien vérifier que le séchage soit correctement fait. Et de là, vous pouvez consommer de la baie d'aronia. Ça vous coûtera beaucoup moins cher que du cassis, de la myrtille, des petits fruits, des petites baies en général qui sont relativement chères. Donc une personne peut largement faire sa petite cure de baie d'aronia, une cuillère, 10 grammes par jour, réhydratée, elle consomme l'eau de trempage et elle mâche les petites baies tous les jours en cure. Voilà, moi j'en ai fait des cures comme ça de baie d'aronia, j'en ai fait faire à ma mère aussi, c'est très intéressant et très peu cher comparé aux autres baies. Alors pour la protection cardiaque et vasculaire des polyphénols au niveau de l'endothélium, donc il y a de nombreuses études qui ont établi une corrélation entre la consommation de polyphénols végétaux et une faible incidence de maladies coronariennes, donc très intéressant. En prévention aussi,
probablement par leur capacité à modifier de nombreux facteurs à l'origine de ces maladies. Donc certains polyphénols, et notamment ceux du vin rouge, j'insiste, possèdent des propriétés antioxydantes et captatrices des radicaux libres, protègent les lipoprotéines de faible densité contre l'oxydation. Par ailleurs, les polyphénols diminuent l'agrégation plaquettaire, inhibent la prolifération des cellules musculaires lisses et vasculaires. Au niveau de l'endothélium vasculaire, les polyphénols stimulent la production de facteurs relaxants comme le monoxyde d'azote, on en a parlé dans la formation précédente, comme vasodilatateur. Et puis, il contribue à préserver l'intégrité de l'endothélium vasculaire en agissant à la fois sur la prolifération, la migration, l'apoptose des cellules endothéliales. Donc, grâce à toutes ces propriétés, les polyphénols pourraient interférer avec le processus artérogène et des phénomènes thrombotiques associés à l'artérosclérose et pourraient impliquer les effets vasculo- et cardioprotecteurs de ces composés. Donc, très intéressant d'avoir une alimentation riche en anthocyanes ou en polyphénol de tout genre. Parce qu'il y a quand même une grande famille, c'est une grande famille des polyphénols. Donc, quels sont les apports recommandés? En fait, aujourd'hui, on n'a pas de recommandations officielles, comme pourrait être mesurée la vitamine D, le zinc, le fer, certaines vitamines aussi, mais on n'a pas aujourd'hui de certitude sur les apports recommandés. On a sur quelques tests et quelques problématiques bien précises mesuré l'action d'un bioactif, mais voilà, c'est fait de manière très marginale. Enfin, il y a très peu d'études en fait. Donc ici, on voit que sur cette diapo que la principale source des polyphénols aujourd'hui dans la consommation alimentaire de monsieur, madame, tout le monde, ce qu'on va retrouver, le café, donc c'est par l'apport de café que les gens vont apporter des polyphénols, le thé pour ceux qui en boivent, le chocolat, mais évidemment le chocolat noir à plus de 70%, et puis les fruits et légumes, mais c'est un faible pourcentage. Donc on se rend bien compte sur cette diapo que finalement, il y a très peu de personnes qui font des cures de petites baies, d'aronia ou des choses qui sont très riches en antioxydants. Donc, à noter que ces aliments ne sont pas nécessairement les meilleures sources, mais ce sont les plus consommés. Donc, si on augmentait la qualité nutritionnelle par rapport à la consommation de fruits, de légumes et puis d'aliments riches en antioxydants, on aurait peut-être beaucoup moins de problèmes cardiovasculaires. Alors, les meilleurs polyphénols pour le cœur, on va les détailler, c'est ce qui nous intéresse. Parmi les différentes classes de polyphénols, les flavonoïdes semblent sortir du lot. Donc, c'est celle sur laquelle on a le plus de retours et aussi d'études scientifiques. Donc, on a la sous-classe des flavonoïdes, les plus performants sont les flavonols. Donc, les flavonols, on va les retrouver dans le capre, les oignons, le chocolat. Les flavones aussi, donc toujours pareil, oignons, marjolaine, origan, certaines plantes aromatiques. Les flavanones, et là, c'est ce qu'on va retrouver dans les agrumes, les citrus. Les anthocyanidines, c'est ce qu'on va retrouver dans les cassis, les myrtilles, la baie d'aronia, la fraise et pas mal d'autres aussi petites baies. Et les proanthocyanidines qu'on va retrouver dans la canneberge, le cacao. Donc voilà les flavonoïdes qui sont très intéressants pour traiter ou alors prévenir des problèmes cardiovasculaires. Alors on va revoir un petit peu le thé vert, on le voit souvent, les catéchines du thé vert. Donc en plus de cette fonction, de la fonction endothéliale, les catéchines du thé vert ont un impact sur le risque de maladie cardiovasculaire par le biais d'un certain nombre de mécanismes alternatifs, tels que la réduction du cholestérol, par exemple, et l'augmentation de la sensibilité à l'insuline. Alors, bien que ça ne soit pas directement lié à la fonction endothéliale, il est reconnu que ces mécanismes-là pourraient indirectement améliorer la fonction endothéliale. Donc, en fait, le thé vert, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il a une activité vasodilatatrice, donc anti-hypertension. Il est aussi anti-inflammatoire. Il a un effet hypolipidémiant, donc il évite d'avoir une concentration de triglycérides importante. Insuline-like, donc il favorise
la sécrétion d'insuline, mais aussi comment on pourrait dire, la sensibilité de la cellule à l'insuline. Et puis, il a une forte activité antioxydante aussi. Alors, on a les citrus. Donc là, on va lister, on va voir un petit peu tous les éléments très intéressants pour la protection et traiter les problèmes cardiovasculaires. Donc, on a les citrus, la famille des oranges, des agrumes. Voilà, donc la bergamote aussi, le citron, l'orange, le yuzu, je ne connais pas du tout. Donc les citrus appartiennent à un sous-groupe de flavonoïdes appelés les flavanones, au sein desquels on retrouve la naringine, l'aspiridine et l'hériocitrine. Voilà, donc c'est un peu des noms barbares. Donc c'est ce qu'on retrouve spécifiquement dans les agrumes. Les flavones ont un effet protecteur sur le système cardiovasculaire et vont exercer un effet aussi vasodilatateur. Donc ils sont également de très bons antioxydants, de bons anti-inflammatoires et réduisent la glycémie en cas de diabète ou d'insulinorésistance aussi. Voilà. Donc les agrumes, pensez bien à ça aussi, d'avoir consommation. Moi, chaque année, je fais ma petite cure, mandarine, orange, enfin tous les hivers, c'est beaucoup. Donc entre la saison d'été, la saison d'hiver par exemple, où on a les agrumes, on peut en profiter. Après, on bascule sur la saison de printemps-été, et là, on va avoir les petites baies et toutes ces choses-là qui sont aussi très intéressantes. Donc, pourquoi pas faire pousser un plant d'aronia chez soi? Ça pousse dans toute l'Europe, c'est vraiment pas fragile du tout. Je pense que ça peut pousser de Strasbourg à Marseille sans problème. Donc, pourquoi pas planter des petits arbres après qui vont nous amener ces petites baies aussi. Donc, c'est des solutions. On a le cacao, donc, qui est très riche en flavanol, lui, et qui pourrait atténuer les perturbations transitoires du fonctionnement endothélial provoquées par exemple par le stress et améliorer la vasodilatation périphérique. Donc, améliorer le fait que les veines puissent se dilater correctement. Donc, les effets bénéfiques des flavanols de cacao ont été reliés à une augmentation de la disponibilité de l'oxyde nitrique, on l'a vu, le NO, très important, qui favorise la vasodilatation des artères, des veines. Et aussi, très important, ce qu'on avait vu dans la précédente formation, c'est que le fait de respirer, les gens qui ont des problèmes respiratoires et qui respirent que par la bouche, ont une très faible synthèse de NO aussi. Les gens qui mangent très peu de légumes à feuilles vertes apportent très peu de nitrite, de nitrate, pardon. Et donc de là, on a une faible production de NO, et ce NO a un rôle de vasodilatateur des artères et des veines et de la microcirculation aussi. Donc, à retenir, le cacao, c'est un effet vasodilatateur, production de NO, donc anti-inflammatoire sur le métabolisme des échinosadénoïdes. Donc ça, c'est HDL, LDL, vous connaissez. Limite l'épaississement de la paroi artérielle. Voilà, donc le cacao, c'est intéressant aussi. Alors, on a le resveratrol, donc c'est beaucoup d'études. Il y a beaucoup d'études sur le resveratrol. Donc, c'est un composé végétal qu'on va retrouver dans certains aliments comme les cacahuètes, la peau du raisin aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas recracher les peaux et les pépins. Les pépins, il faut les croquer et les avaler. Et les peaux, il faut bien les mastiquer et les avaler aussi, parce que c'est là qu'on va retrouver beaucoup d'antioxydants, notamment ce fameux resveratrol. On en retrouve aussi pas mal dans le pépin du raisin resveratrol. Donc, certaines baies aussi. Et ce fameux resveratrol, il a des propriétés antioxydantes très puissantes qui pourraient nous protéger des maladies cardiovasculaires. Donc le resveratrol, c'est un polyphénol présent dans plusieurs plantes. Il est démontré que l'administration de resveratrol prévient ou ralentit la progression de l'insuffisance cardiaque. Dans des modèles animaux d'insuffisance cardiaque induite par un infarctus du myocarde, une surcharge de pression, une myocardite, une cardiotoxicité induite par une chimiothérapie, le resveratrol est très intéressant. Donc, moi, je l'utilise beaucoup en chimio aussi, après les chimiothérapies. On a d'autres études qui nous montrent, sur les études animales, j'aime pas ça, mais elles sont là. Donc, le resveratrol améliore la fonction cardiaque, donc intéressant aussi.
et la survie lorsqu'il est administré comme traitement dans l'insuffisance cardiaque établie. Donc, on voyait que c'est aussi une molécule qu'on peut utiliser soit en préventif, soit en curatif. Donc, très intéressant. De plus, comme l'insuffisance cardiaque induit des altérations de muscles squelettiques et de la vascularisation, qui contribuent également à certains symptômes d'insuffisance cardiaque, tels que la fatigue, l'intolérance à l'exercice. Il a également été démontré que le resveratrol va agir sur ces tissus périphériques pour améliorer la fonction musculaire, squelettique et la fonction endothéliale vasculaire en général. Par conséquent, ces études sur les animaux se traduisent chez l'homme aussi. Le resveratrol pourrait s'avérer être une nouvelle thérapie pour les traitements de l'insuffisance cardiaque. Bon, ce n'est pas une nouvelle parce que moi je l'utilise depuis quand même un certain nombre d'années, donc ce n'est pas très nouveau, mais bon, de toute façon, comme aujourd'hui, il faut tout confirmer par une étude scientifique, alors c'est ce que ça vaut. Voilà. Alors d'autres molécules aussi sont extrêmement importantes pour éviter les maladies, les problèmes cardiovasculaires. Donc on a, j'en ai listé quelques-unes, on a certaines vitamines du groupe B, par exemple la B6, la B9, la B12, qui sont extrêmement importantes à la formation normale du sang, des globules rouges. On a le coenzyme Q10, on a la vitamine D, on a le magnésium aussi extrêmement important, la vitamine E, les curcuminoïdes aussi sont très intéressants, la quercétine, les oméga 3, l'ail, voilà. Donc ce sont des choses qui sont apportées par notre alimentation. Donc par l'alimentation avec une consommation assez importante, enfin pas assez importante, mais comparée à ce qu'on pourrait consommer nous, oui, en général, mais augmenter la consommation de ces aliments riches en toutes ces choses-là, comme les curcuminoïdes, la quercétine, les oméga 3, coenzyme Q10. Voilà, en prévention par l'alimentation, c'est très bien, mais une fois qu'on a des problèmes bien installés, des fois l'alimentation, c'est pas suffisant parce qu'on n'aura pas une concentration assez importante d'un bioactif, par exemple, pour traiter quelque chose. Par exemple, la quercétine, ça va être très difficile d'avoir une concentration importante de quercétine par l'alimentation. Par exemple, les curcuminoïdes aussi, ce sera extrêmement difficile d'avoir une concentration et une absorption, une assimilation assez importante des curcuminoïdes par l'alimentation. Voilà. Donc il y a des choses qui restent, qu'on peut facilement éviter le complément alimentaire, mais il y a des choses où on ne peut pas vraiment en fait. Alors on a les vitamines, ici je vous ai mis un petit récapitulatif, donc sur les vitamines, leurs fonctions, je vous laisserai tranquille, mais le lire tranquillement. Donc elles sont toutes importantes pour la protection et le fonctionnement du système cardiovasculaire. Donc ce sont des vitamines qu'on va retrouver beaucoup dans les légumineuses, dans les céréales, sans gluten, les vieilles céréales qu'on va retrouver beaucoup aussi en graines germées par exemple. Voilà, donc la vitamine D, ben, il faut pour certaines personnes une supplémentation, hein, ça dépend si on s'expose tous les jours au soleil ou pas. Voilà, vitamine E, c'est plus dur, on en trouve un petit peu partout, à part ceux qui mangent tout le temps des choses avec des acides gras, des graisses cuites. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc une alimentation très riche en vitamines, vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine C, elles vont avoir un effet antioxydant et prévention de toutes les pathologies cardiovasculaires et même des AVC aussi, donc tout ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. Donc très important d'avoir évidemment une alimentation riche en vitamines, en minéraux. Alors pour ça, ben, il faut une alimentation physiologique, éviter l'alimentation industrielle. Donc ici, on voit le magnésium qui est aussi extrêmement important et qui joue divers rôles dans la pathogénèse de maladies cardiovasculaires au niveau biochimique et cellulaire. Je vous ai mis l'étude scientifique pour faire court, parce que il y a quand même pas mal à voir. Mais c'était pour vous dire que le magnésium est encore une fois largement impliqué dans les problèmes cardiovasculaires. Donc les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires ont souvent des carences importantes en magnésium, mais pas que. Il n'y a jamais qu'une carence, c'est toujours, les carences sont toujours accompagnées, elles se tiennent la main. Donc, quand il y a une carence sur une prise de sang, ben, on peut se dire qu'il y en a beaucoup plus que ça. Et aussi qu'on peut aussi se dire qu'il y a des déséquilibres. Donc, les déséquilibres et les carences
c'est pas terrible tous les deux. Un déséquilibre, ça demande au corps à chaque fois des processus homéostasiques pour retrouver cet équilibre. Et c'est des processus qui sont fort consommateurs d'énergie, on va dire. Donc le magnésium, par exemple, le corps, il fait ça, mais il ne fait pas autre chose. Donc le magnésium est également connu pour être un cofacteur important pour le fonctionnement des enzymes dans la mitochondrie cardiaque. Donc là, on touche directement le muscle, le myocarde. Un certain nombre d'études observationnelles et expérimentales ont confirmé le rôle de la déplétion en magnésium dans la pathogénèse de l'hypertension. Donc évidemment, c'est lié. Une personne qui est hypertendue, généralement, c'est une personne qui est aussi hyper stressée. Et on a vu lors de la formation sur les stress et ses conséquences sur notre santé que les personnes qui étaient très stressées perdaient dans les urines leur magnésium. Donc, une grosse partie était éliminée par les urines. Donc, une carence en magnésium impliquée dans les causes de cardiomyopathie, dans les modèles animaux et des études impliquant les humains aussi. Une carence en magnésium est couramment observée chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque congestive en raison de divers mécanismes. Et les thérapies au magnésium s'est également révélé efficace chez les patients atteints de tachycardie ventriculaire. Un lien entre la carence en magnésium et la mort cardiaque subite a été suggéré par certain nombre d'études publiées au cours de la dernière décennie, et il est démontré qu'une carence en magnésium joue un rôle dans le métabolisme de l'hypoprotéine et peut contribuer à l'artérosclérose en tant que facteur de risque cardiovasculaire. Donc, vous voyez bien que le magnésium, c'est un élément aussi extrêmement important. On a la coenzyme Q10 aussi, qui se retrouve aussi facilement dans notre alimentation, mais c'est toujours pareil, au niveau des apports, des dosages, on n'aura pas les mêmes besoins quand on traite un problème en phase d'attaque, et puis des besoins pour être dans la prévention, c'est pas la même chose. Donc là, souvent, pour traiter un problème cardiovasculaire, ça se traite très bien, hein. Moi, j'ai d'excellents résultats chez mes patients. Dernièrement, la semaine dernière, une patiente qui m'a envoyé ses résultats. Ils ont été tellement surpris. Il y avait plaques d'athérome, il y avait tout ce que vous voulez, l'hypertension, l'hypertriglycéridémie, il n'y a plus rien du tout. C'est propre de chez propre. Ça fait 1 an qu'on bosse ensemble. Voilà, on a éliminé la plaque d'athérome et tout ça avec, on verra tout à l'heure, avec des enzymes protéolytiques. Et voilà, elle est en très bonne forme aujourd'hui. Donc, il y a moyen de guérir de choses, de se reprotéger. C'est pas parce qu'on a eu ou qu'on a des problèmes cardiovasculaires que c'est pas irréversible. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc, après, c'est toujours pareil, hein, ça demande une implication personnelle importante dans son hygiène de vie générale. Voilà, et puis le suivi par un thérapeute ou un médecin spécialisé, intelligent, qui pourra suivre la personne et adapter au fur et à mesure les protocoles par rapport à l'avancement. Donc, on revient à cette coenzyme Q10 qu'on trouve très facilement dans les œufs, les poissons, comme la sardine, le maquereau, dans les légumes aussi, comme les épinards, les brocolis, les choux en général, et les abats aussi, pour ceux qui aiment ça, le foie, les reins, le cœur et tous ces abats. C'est une substance qui est essentielle à la vie, hein, la coenzyme Q10, vous la connaissez peut-être dans son rôle au niveau de la mitochondrie. Elle sert à produire de l'énergie dont on en a besoin pour se développer, pour que le corps puisse vivre, se réparer. Voilà. Donc au niveau mitochondrial, c'est un petit peu le kick, le starter de la synthèse d'ATP, la coenzyme Q10, donc extrêmement importante. Et pourtant, cette carence en coenzyme Q10 est extrêmement fréquente chez les seniors. Ça, je le constate aussi. Des années de stress, d'angoisse, de déminéralisation, une alimentation extrêmement acidifiante. Évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui sont en déficit chez les personnes, chez les seniors. Et évidemment, chez les personnes qui ont déjà des problèmes cardiovasculaires ou de l'hypertension, des affections virales ainsi que des cancers aussi, ce coenzyme Q10 est relativement bas. Donc là, la portée par l'alimentation, oui, évidemment, mais il faudra se supplémenter pendant un certain temps pour pour que le corps puisse retrouver son équilibre de lui-même après, retrouver sa faculté à s'auto-réparer. Donc souvent, l'apport journalier en coenzyme Q10 se révèle insuffisant. La prise de coenzyme Q10 en complément alimentaire, ça va être une alternative efficace pour pallier à ce manque.
Donc voilà, ça fait partie des substances qui sont en petite quantité dans les aliments. Donc la plupart des essais cliniques de la coenzyme Q10 ont porté sur des dosages allant de 30 mg à 800 mg par jour, et ces dosages n'ont donné lieu à aucun effet secondaire grave documenté. Donc ici en dessous en noir, je vous ai mis toutes les études qu'on a sur le sujet. Voilà, donc c'est pas une molécule dangereuse, c'est pas quelque chose de difficile à utiliser. Alors, on a différents essais cliniques qui ont démontré l'importance et l'efficacité de la coenzyme Q10 dans le maintien d'une bonne santé cardiovasculaire, ainsi que pour ce qui concerne les problèmes d'hypertension artérielle. Donc sans aller, voilà, juste une personne un petit peu hypertendue, prendre un petit peu de coenzyme Q10, de magnésium, des fois ça peut aider à libérer, à relâcher un peu les tissus. Donc la coenzyme Q10 en supplémentation alimentaire pour préserver la santé cardiovasculaire en protégeant efficacement le cœur et les vaisseaux. La coenzyme Q10 va aider à réduire l'hypertension artérielle et favorise l'oxygénation des cellules cardiaques. Donc c'est extrêmement important. La prise de coenzyme Q10 apporte une contribution importante dans le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive. Les signes annonciateurs d'une insuffisance cardiaque congestive sont manifestés par des chevilles enflées. Souvent, on a des gonflements, des œdèmes au niveau des membres inférieurs, une fatigue qui est constante, permanente, du lever au coucher, la sensation d'essoufflement permanent, et particulièrement dans l'effort, une respiration aussi sifflante le soir quand on se couche. Ben, on entend cette respiration qui peut être des fois éblouissante et qui peut des fois, un petit peu comme les acouphènes, déclencher des problèmes de sommeil, c'est-à-dire que la personne a des difficultés à trouver le sommeil parce que sa respiration est très bruyante. La quercétine, un flavonoïde, donc la quercétine, donc très important, on a passé le Q10, on va voir un petit peu la quercétine, on va la trouver dans les oignons, la pomme, la peau, les baies, le raisin rouge, le brocoli, les agrumes, le cacao, le vin rouge, le thé aussi en renferme également. Et des études montrent que la quercétine serait bénéfique sur la santé cardiaque. Donc on voit que ça lutte contre l'inflammation et qu'il y a des propriétés très intéressantes anti-inflammatoires et on peut dire extrêmement puissantes aussi. Moi, je l'ai testé, la quercétine, la vôtre, là, celle du laboratoire. Et j'ai une personne, un ami à moi, il m'a dit, écoute, tu sais, tu m'as sauvé la vie. Il a attrapé un Covid sévère il y a quelques mois de ça, il n'y a pas très très longtemps. Et je lui ai fait prendre de la quercétine chez toi, la vitamine C et de la propolis. Il avait des pulsations 190 battements par minute, il était vraiment en hypertension. Heureusement que c'était un sportif, un bon sportif et que le cœur a tenu le choc. Pendant 3 jours, il était hyper tendu comme ça. Il a pris la quercétine, la vitamine C et la propolis. 3 jours après, c'était terminé, il n'y avait plus rien. Donc c'est au niveau anti-inflammatoire, la quercétine, elle est extraordinaire. Enfin, du moins la vôtre, parce que moi j'ai essayé que la vôtre, et la vôtre, je l'ai essayé sur moi, sur ma pneumonie, et ça a été extraordinaire. Et les gens qui l'ont essayé autour de moi aussi ont d'excellents résultats. Donc cette quercétine, elle agit sur quoi? Au niveau de l'inflammatoire, elle agit sur la protéine C réactive. C'est un marqueur qu'on va retrouver quand on va faire une prise de sang. Un bon médecin, il va demander la CRP, ce qu'on appelle la CRP-US aussi, la protéine C réactive ultra sensible. Donc c'est un indicateur de l'état inflammatoire et du risque aussi cardiovasculaire. Elle joue un rôle important dans la progression de l'artériosclérose. Donc ça, c'est souvent, si on suspecte une inflammation chronique, on va demander la CRP. Moi, c'est ce que je fais. Donc les résultats montrent que la supplémentation en quercétine diminue le niveau de CRP, particulièrement à des doses supérieures à 500 mg par jour. Ça, c'est toujours pareil, ça dépend du produit. Là, je ne pense pas que c'est pas précisé, mais c'est pas un liposomal, donc ça n'a pas le même impact sur l'organisme. Donc 500 mg par jour chez des personnes ayant initialement un taux de CRP inférieur à 3. Inférieur à 3. Donc c'est pas très gros, mais on a beaucoup plus des fois. Mais la supplémentation en quercétine représentait donc une stratégie intéressante pour réduire le risque cardiovasculaire via son effet bénéfique sur la CRP. Donc cette quercétine, elle possède de nombreux effets bénéfiques sur la santé vasculaire. Elle permet également de réduire l'expression des cytokines pro-inflammatoires, et elle permet également de réduire l'expression des cytokines pro-inflammatoires. Donc c'est une stratégie intéressante pour réduire le risque cardiovasculaire via son effet bénéfique sur la santé vasculaire. Elle permet également de réduire l'expression des cytokines pro-inflammatoires,
On avait vu ça en cascade des kinases. D'améliorer la fonction endothéliale vasculaire et de lutter contre les phénomènes de thrombose aussi. Donc très intéressant dans le Covid, parce qu'on a un phénomène de thrombose aussi assez important. Donc ces propriétés ajouées à d'autres effets bénéfiques comme le diabète, l'obésité, le cancer, le stress ou le stress oxydant font de la quercétine un composé très prometteur dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc dès qu'il y a énormément de stress oxydatif, c'est vrai que la quercétine, elle est difficilement battable. C'est une sacrée super molécule, un bioactif extrêmement puissant. Et ici, je vous mets un petit article sur la quercétine réduit la tension artérielle chez les sujets hyper tendus. Donc il y a pas mal de choses aussi intéressantes à voir. On a les curcuminoïdes aussi qui sont des protecteurs dans les maladies cardiovasculaires. Donc ça a été démontré sur leurs effets antioxydants qui peuvent atténuer aussi la cardiotoxicité induite par l'adriamycine. Donc ça, c'est une thérapie, une chimiothérapie, pardon, et peuvent prévenir des complications cardiovasculaires du diabète. Donc vous voyez qu'après les chimiothérapies, ça peut être intéressant de traiter avec la curcumine aussi pour neutraliser la toxicité des produits, des protocoles que la personne a réalisés. Donc très intéressant aussi, à associer à des plantes, à du glutathion par exemple, à de la NAC, ça peut être super intéressant de faire un petit cocktail glutathion, curcumine. Voilà. Donc les effets antithrombotiques, antiprolifératifs et anti-inflammatoires de la curcumine et l'effet de la curcumine sur la diminution du taux de cholestérol aussi sérique, donc intéressant. Ça peut protéger contre les changements pathologiques survenant de l'artérosclérose, donc intéressant pour travailler avec ça, mais pas que. Là, on pourrait associer des enzymes protéolytiques s'il y avait des plaques d'athérosclérose. Donc il a été démontré aussi que les effets inhibiteurs de la curcumine améliorent le développement de l'hypertrophie cardiaque et de l'insuffisance cardiaque. Très intéressant. La curcumine peut avoir la possibilité de prévenir les arythmies auriculaires aussi, et l'effet possible de la curcumine pour corriger l'homéostasie du calcium, qui va jouer un rôle préventif dans certaines maladies cardiovasculaires comme les arythmies ventriculaires. Voilà. Donc la curcumine et curcuminoïdes extrêmement intéressant aussi. L'ail aussi vieillit, on n'en parle pas souvent, mais là j'ai eu envie de parler un peu de l'ail parce que c'est quelque chose qui est facilement consommable. Tous les jours, on se fait une petite gousse d'ail dans sa petite salade de midi. Voilà, c'est pour ceux qui aiment l'ail, ça passe facilement et on apporte. Donc c'est pas l'ail vieilli évidemment, mais l'ail frais, ça a aussi d'excellentes propriétés et de protection cardiovasculaire. Donc comment ça se passe? Ça réduit beaucoup les concentrations de cholestérol sérique et la pression artérielle en inhibant l'agrégation plaquettaire. Donc c'est très intéressant. Vous avez un effet bénéfique d'extrait d'ail mûri et de coenzyme Q10, donc une association de bioactifs sur l'élasticité vasculaire et la fonction endothéliale. Essai clinique. Je vous ai mis une autre étude sur la supplémentation alimentaire avec l'extrait d'ail vieilli qui inhibe l'agrégation plaquettaire induite par la DP chez l'homme. L'extrait vieilli améliore la production d'oxyde nitrique, donc ça c'est très intéressant. Avec l'ail classique aussi, frais, ça fonctionne aussi. On a les oméga 3 évidemment incontournables qui participent activement à l'activité cérébrale, hormonale, mais aussi cardiovasculaire. Ils vont favoriser et préserver la production de membranes cellulaires aussi. On a besoin des oméga 3 pour que les cellules se refassent à l'identique. C'est en grande partie les oméga 3 qui vont permettre que la cellule se divise à l'identique. Les oméga 3 diminuent aussi les facteurs de risque des troubles cardiovasculaires et préviennent des risques d'infarctus. Donc ça, pareil, vous avez une étude scientifique. On a deux composés à retenir dans ces acides gras-là, les oméga 3, l'EPA, qui joue un rôle dans le contrôle de la tension artérielle, mais aussi dans l'élasticité des vaisseaux sanguins. Donc l'ADHA, là, qui va influencer le développement du système nerveux. Donc c'est important d'apporter toujours et de conseiller à sa patientèle des oméga 3 qui soient sous forme de complément ou alors la sardine ou le maquereau 2 fois par semaine, des fois peut-être une association complément avec des poissons selon le dosage qu'on veut atteindre,
aussi, et puis des fois en phase d'attaque. Voilà. Donc, ici, pour les personnes qui sont déjà sujettes, touchées par une maladie coronarienne, on recommande une consommation journalière de 800 à 1000 mg d'oméga 3 de type EPA-DHA. Donc, et puis pour nous, pour les autres, pour les personnes qui n'ont pas de problème cardiovasculaire, on sera sur une quantité de 500 mg d'oméga 3. Donc, l'apport journalier conseillé aujourd'hui pour un adulte, c'est 500 mg d'oméga 3. Voilà. Donc, quand vous mangez une boîte de sardines, une boîte de maquereau qui est beaucoup plus riche que ça, donc pour la sardine, je crois que c'est 35 grammes, ou, ouais, c'est la sardine ou le maquereau, je ne sais plus trop. Un de ces deux poissons, c'est 35 grammes pour avoir ces 500 mg. Donc, quand vous mangez la boîte entière, la portion entière, 100 grammes, vous stockez pour les jours d'après, on peut stocker. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'apporter 2 fois des poissons gras comme ça. Après, si on n'aime pas le poisson, on peut trouver les oméga 3 dans certaines algues aussi. Ça à vérifier quand vous achetez des algues séchées, de voir si on retrouve des oméga 3. On peut retrouver des oméga 3 aussi dans une graine, par exemple, comme le chanvre aussi. Voilà, donc il y a d'autres possibilités d'apporter des oméga 3, mais après, il faut faire attention que si on est sur des oméga 3 qui ont comme origine végétale, par exemple les huiles de première pression à froid, on n'est plus sur de l'EPA-DHA, là on est sur de l'ALA. Et ce n'est pas la même chose, le corps doit convertir cette ALA en EPA et DHA, et des fois il se peut que si la maladie, les problèmes cardiovasculaires sont associés à de l'excès de poids, une obésité, une résistance à l'insuline, un, un, un défaut métabolique, en fait, un déséquilibre métabolique ou une maladie métabolique, il se peut que la conversion de l'ALA en EPA-DHA ne se fasse pas. Donc, ce sont des enzymes qu'on appelle les désaturases qui permettent cette conversion à l'intérieur du corps. Et souvent, il peut y avoir tout un tas de raisons pour qu'il y ait une dysfonction enzymatique. Par exemple, une acidose tissulaire importante. Si le corps est très, très, très acidifié, ça va jouer un rôle très important négatif sur la vie enzymatique. Donc ça, c'est important. Donc c'est pour ça que des fois, si on sent que son patient il ne va pas tenir le choc, il ne va pas tenir dans la régularité avec l'alimentation, il vaut mieux lui donner une supplémentation sur quelques mois de PADHA bien dosée. Moi, on est tranquille. Donc, toujours pareil aussi, quand on consomme des oméga 3, il faut faire attention de ne pas apporter trop d'oméga 6. Par exemple, la personne qui consomme une salade à midi, elle fait une entrée avec une salade verte. Cette salade verte, il y a une vinaigrette avec l'huile de tournesol ou pépins de raisin, très riche en oméga 6. Donc, elle va mettre des petits lardons, oméga 6, elle va mettre des œufs durs, oméga 6, elle va se faire une salade composée. Donc, il y a beaucoup d'oméga 6 et elle continue après avec son repas. Et de là, on retrouve encore beaucoup d'aliments riches en oméga 6. Il va y avoir une concurrence entre les 6 et les 3. Et si elle prend à la fin du repas ou au milieu du repas sa petite gélule qu'elle a achetée très cher dans un laboratoire pour apporter les oméga 3, il se peut fortement que les oméga 3 ne soient pas du tout assimilés. Donc il y a une concurrence aussi, un ratio à connaître. Donc il faut éviter aussi, il faut avoir une alimentation qui soit pas déséquilibrée entre les oméga 6 et les 3. Parce que les oméga 6 seront toujours dominants, mais il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre important. Voilà, en général, on dit 5 pour 1, c'est-à-dire on dit que l'assimilation des oméga 3 s'arrêterait au-dessus de ça. C'est-à-dire que si vous avez 5 doses d'oméga 6 pour une dose d'oméga 3, là, l'assimilation elle va être difficile. Si vous avez 6 doses d'oméga 6 pour une dose d'oméga 3, l'assimilation des oméga 3 sera impossible. Donc, pensez bien à ça aussi, à leur expliquer que les oméga 3, beaucoup se supplémentent et beaucoup n'arrivent pas à en tirer de bénéfices parce qu'ils ont toujours une alimentation qui est extrêmement riche en oméga 6, une alimentation basée sur les céréales et les produits laitiers et la viande. Voilà, tout simplement. Donc, on a la baie d'Aronia, ça c'est ce que je vous disais, il y a beaucoup d'études scientifiques dessus, c'est une baie qui a été beaucoup étudiée et j'en avais jamais entendu parler. J'ai trouvé ça il y a quelques années en fait, parce que je cherchais
un antioxydant pour traiter les chimiothérapies, des choses comme ça, après chimio, et chercher quelque chose d'assez puissant, mais pas trop cher non plus, à mettre à la portée de toutes les bourses. Et je suis tombé sur l'Aronia. Donc de là, à un moment donné, dans mon bioshop, ils en vendaient, là ils en vendent plus, mais ils en vendaient, j'avais testé. Donc ça n'a aucun goût, on ne peut pas faire une pâtisserie, un sorbet avec des baies d'aronia. Ça a un hyper léger goût de cassis, mais c'est très 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 léger. Et voilà, donc c'est très neutre. Mais on peut acheter dans le commerce du jus d'aronia dans des briques aussi. C'est encore riche en antioxydants, même s'il n'y a plus de vitamines et de minéraux, il y a quand même pas mal d'antioxydants encore. Voilà, donc le jus d'aronia contient des polyphénols, n'affecte pas le cholestérol ou la tension artérielle, mais modifie la composition des acides gras phospholipides plasmatiques chez les personnes à risque cardiovasculaire. Étude, effet bénéfique de la consommation de jus d'aronia riche en polyphénol sur le niveau de la pression artérielle et le statut lipidique. Chez les sujets hypertendus, encore le jus d'aronia riche en polyphénol réduit les mesures de la pression artérielle dans un essai contrôlé randomisé chez des volontaires normaux et hypertendus. Et puis, voilà, une composition qualitative au profil polyphénique et potentiel antioxydant de l'aronia. Donc, la baie d'aronia, c'est vraiment au niveau des anthocyanes et des flavonoïdes, comme on a vu, c'est vraiment extrêmement riche. Donc, vous avez vu qu'elle est en seconde position sur le tableau. Alors, dans l'assiette aussi, on va pouvoir privilégier certains aliments. Donc, les légumineuses sont très intéressantes, les légumes en général, mais les légumes à feuilles vertes aussi sont très intéressants. Donc, les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les haricots sont des sources intéressantes de protéines végétales et de fibres, ça, vous le savez. Donc, on a une étude qui a été menée en 2001 sur à peu près 9600 personnes, a montré que celles-ci que ces gens-là qui mangeaient des légumineuses au moins 4 fois par semaine réduisaient de 22% le risque de maladies cardio-coronariennes par rapport à celles qui n'en mangeaient qu'une fois par semaine. Donc les légumineuses apportent aussi du potassium, important pour lutter contre l'hypertension artérielle. Donc ça, c'est de toute façon, quand on mange plus de cochonneries industrielles et de choses toutes préparées, il reste les céréales sans gluten, il reste les légumineuses. Voilà, il suffit qu'on ait un petit peu calmé sur la viande, comme moi, j'ai fait ça depuis des années. Je fais plusieurs fois par semaine, les lentilles ou les pois chiches ou les haricots. Ça, je tourne entre ces 3-4 sortes, quoi. Les lentilles, il y en a des différentes régions, différentes saveurs, différentes couleurs. Prendre des lentilles noires, par exemple, sont très riches en antioxydants. Donc voilà, les légumineuses sont excellentes pour la santé. Bon, après, c'est toujours pareil, il faut pouvoir les digérer. Donc s'il y a un problème digestif, l'inflammation, ça va difficilement passer, je le reconnais. On a des légumes à feuilles vertes et puis des légumes en général, les épinards, les choux. La famille des choux sont très riches aussi en antioxydants, on a vu. Un persil aussi qui est très intéressant. Donc au lieu le persil, c'est pas pour décorer, on peut en faire des salades. Allez voir sur des livres de recettes, des sites de recettes arméniens ou certains pays comme ça qui l'utilisent pour faire des salades. Voilà, donc on le mange. Donc ça peut être une très bonne solution. On peut l'utiliser dans les jus de légumes, évidemment aussi. Voilà. Donc ce sont tous des aliments qui vont apporter des antioxydants, des fibres, des vitamines, des minéraux. Voilà, mais on a les feuilles vertes qui vont apporter aussi de la vitamine K, donc très intéressant, et qui vont apporter aussi des nitrates qui vont favoriser la synthèse de ce fameux héno, qui est un agent vasodilatateur. Donc, et puis les agrumes aussi, comme les oranges, les oléagineux, comme l'amande aussi, est excellente. Voilà dans l'assiette ce qu'on peut faire. En prévention des maladies cardiovasculaires, vous l'avez bien compris que la prévention de ces maladies-là passera évidemment par l'alimentation. Ça ne sert à rien de prendre des doses de certains compléments. Après, il y a des choses qui seront intéressantes, vitamine D, un peu de coenzyme Q10 si on prend de l'âge. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes d'avoir en supplémentation, la vitamine D évidemment. Mais on fera attention d'avoir une alimentation très riche en fruits et légumes frais de saison, d'apporter régulièrement des oméga 3, comme je vous le disais, manger deux fois par semaine de la sardine ou du maquereau,
Ceux qui n'aiment pas le poisson, ben, ils peuvent se rabattre sur les algues. Voilà. Et puis ceux qui n'aiment pas du tout les algues, les poissons, s'ils ne sont pas trop âgés, qu'il n'y a pas trop de maladies métaboliques, qu'il n'y a pas de maladies métaboliques, la conversion de l'ALA en EPA DHA se fait, pourquoi pas, apporté par des huiles de première pression à froid, mais ça ne sera pas, à mon avis, suffisant. Voilà, on a des huiles de lin, de colza, de chanvre, de noix, de cameline, les petits poissons, sardines, le maquereau, les oléagineux, les légumineuses, le thé vert, le matcha, sachant que les oléagineux, les oléagineux, les légumineuses, elles, ce seront des aliments qui apporteront plutôt des oméga 6 que des oméga 3, pour la plupart. Donc, diminuer la consommation de sel, évidemment, c'est beaucoup trop salé. Quand on voit certaines préparations boulangères, c'est infect, c'est immangeable, tellement il y a du sel. Alors peut-être c'est pour masquer autre chose, mais c'est vraiment salé. Et puis aussi avoir un bon sommeil, au moins 8 heures par nuit de sommeil. Donc, ça peut être décalé, il y a des gens qui se couchent tard et qui se lèvent tard. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir 8 heures par nuit de sommeil. Ça, c'est sûr que c'est un gage de bonne protection cardiovasculaire. Et puis, toujours d'avoir une activité physique adaptée quotidienne. Donc, adaptée, ça veut dire que on doit l'adapter à sa forme, à sa santé, à son niveau d'énergie aussi. C'est pas la peine de faire des marathons tous les jours, d'être dans l'excès, parce que souvent, beaucoup de gens sont dans l'excès parce qu'ils ont déjà une vie extrêmement mouvementée. Ils courent du matin au soir et puis après, le dimanche, ils pensent qu'aller faire un footing ou du sport, se défouler, c'est une bonne chose. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je pense que plutôt, quand on court toute la semaine, le mieux le dimanche, c'est faire de la méditation, de la relaxation, de se faire masser ou se masser. Enfin, voilà, des activités un peu plus apaisantes qui vont permettre au corps de se relaxer, de s'apaiser aussi. Voilà, donc toujours activité physique adaptée quotidienne. On va s'orienter vers une alimentation, on l'a vu, riche en fruits et légumes. On va éviter les graisses cuites aussi, les formules hydrogénées, riches en oméga 3, tout ça, oublié, c'est de l'industriel, c'est de la cochonnerie, ça vaut absolument rien. Voilà, ça n'aura pas du tout la qualité d'une huile de lin bio, de première pression à froid, d'une huile d'olive, enfin, d'une huile de bonne qualité. Ce sont des graisses qui sont hydrogénées, donc montées à très haute température, n'ont plus aucune qualité micronutritionnelle, nutritionnelle, donc je ne vois pas l'intérêt. Vous pouvez prendre de la graisse pour chaussures, vous pouvez prendre de la graisse pour la mécanique, c'est la même chose. Bon, c'est peut-être un peu moins toxique, les oméga 3 hydrogénés, mais sur le long terme, je pense que c'est aussi toxique. Les viandes rouges, évidemment, vraiment freiner, limiter, voire supprimer la consommation. Les aliments qui ont des index glycémiques très élevés aussi, c'est pas terrible pour la protection pour les maladies cardiovasculaires. Les aliments raffinés, l'alcool et le tabac, voilà. Et puis l'activité physique. En utilisation des compléments alimentaires spécifiques, on a vu qu'on avait des molécules qui étaient extrêmement intéressantes, comme la quercétine, le resveratrol, les curcuminoïdes, le coenzyme Q10, les oméga 3, les polyphénols en général. Et puis on peut utiliser certaines plantes qu'on va voir avec, utiliser ces bioactifs avec une phytothérapie qui sera adaptée à la personne. Certains laboratoires vont proposer des formules regroupant plusieurs bioactifs. Ouais, on a des laboratoires qui vont rassembler la quercétine, le resveratrol avec du Q10, avec quelques vitamines, voilà. Donc ça, on peut trouver des composants, des mélanges très intéressants chez certains labos. Et puis, on peut travailler aussi avec quelques unités, par exemple, prendre de la quercétine, des curcuminoïdes, du Q10, les oméga 3, si la personne aime le poisson, peut-être pas forcément des compléments alimentaires, enfin, tout dépend de ses besoins physiologiques aussi, son état, ça dépend de beaucoup de choses. C'est vraiment du cas par cas. Les plantes du cœur, on en a quelques-unes, donc l'aubépine que vous connaissez, l'olivier, la mélisse, là je vous apprends rien ce soir. Donc l'aubépine, elle est très riche aussi en terpènes, en triterpènes, pardon, et en polyphénol, donc une grosse activité antioxydante. Elles vont stimuler aussi le cœur, et aussi elle va stimuler le cœur, mais aussi elle a des propriétés régulatrices, donc elle va permettre de retrouver un bon rythme cardiaque.
Donc voilà, on l'a choisi en cas d'insuffisance cardiaque modérée, par exemple. On a l'olivier, qui est très intéressant, qui permet de réduire la tension artérielle et de réduire les risques cardiovasculaires aussi. Pareil, riche en flavonoïdes, triterpènes. Donc voilà, c'est légèrement hypotenseur et hypolipidémiant, légèrement. Et la mélisse aussi, qui contient de l'acide rosmarinique, donc comme le romarin, anxiolytique et des terpènes, des toniques cardiaques, des antiarythmiques cardiaques. Grâce à tous ces actifs, la mélisse, elle diminue le stress et elle permet une meilleure régulation du rythme cardiovasculaire. Voilà, quelques plantes. On a le marron d'Inde aussi qui est intéressant pour la circulation veineuse, voilà, euh, qui est aussi très intéressant pour les problèmes cardiovasculaires, vasculaires et veineux en général. Euh, voilà, on recommande beaucoup le marron d'Inde pour des personnes qui ont des varices, des problèmes de retour veineux. On a la Centellia asiatica aussi, qui est très intéressante pour les problèmes sujets à des troubles veineux aussi. Donc, par rapport à cette action-là, une amélioration, on se protège des maladies cardiovasculaires. On a le mélo jaune aussi, pareil, qui est très efficace dans la santé veineuse et aussi vasculaire. Donc, le système cardiovasculaire en général, puisqu'on comprend l'endothélium là, vasculaire, plus le myocarde. Voilà, son élément actif, la coumarine, fait toute la puissance de cette plante-là. Voilà. Alors, donc on a vu que pour travailler sur les maladies cardiovasculaires, on avait utilisé toute une palette d'antioxydants. Donc on a vu tout à l'heure au-dessus. Il y a des plantes aussi qu'on va pouvoir associer, une alimentation spécifique, une hygiène de vie spécifique, une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire, tout simplement. Après, il faut définir qu'est-ce que c'est une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire, parce que chacun peut avoir sa définition. Donc de là, on peut recadrer la personne sur qu'est-ce que c'est d'avoir une bonne hygiène alimentaire et une bonne hygiène de vie. Voilà. Et puis, à un moment donné, quand on veut travailler, par exemple, sur la dissolution des caillots sanguins, de plaques d'artérosclérose, on peut utiliser des enzymes. Il y a la sérapeptidase qui est très intéressante. Moi, j'utilise essentiellement celle-là. J'en ai d'autres qui ne me viennent pas ce soir à l'esprit parce que je suis concentré sur mes diapos. Mais il y en a d'autres aussi qui sont aussi intéressantes. On peut penser à la broméaline, par exemple. Elle est intéressante, mais moins dans le cas d'artérosclérose, par exemple. Voilà. Donc, elle peut, dans les caillots sanguins, elle est intéressante aussi, la broméaline. Mais j'ai quand même une préférence pour la sérapeptidase qui est vraiment spécifique à ça. Donc, elle est fibronolytique. La sérapeptidase est connue pour dissoudre les cailloux sanguins et les plaques d'artérosclérose en décomposant la fibrine et d'autres tissus morts ou endommagés. Elle peut également éliminer les dépôts de substances grasses comme le cholestérol et des déchets cellulaires aussi à l'intérieur des artères. La propriété fibronolytique de la sérapeptidase peut également aider à résoudre les problèmes de sang épais, des risques d'accident vasculaire cérébral et de thrombophlébite. Donc voilà, elle peut être intéressante. Vous avez vu que pour travailler sur des plaques d'athérosclérose, c'est super intéressant. Moi, j'ai des très bons résultats avec cette molécule-là. Les gens n'en reviennent pas. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai une personne qui a fait des examens, ils sont excellents. Et de là, comme ils n'en reviennent pas, le médecin a demandé de refaire les examens parce qu'il n'y croit pas. Voilà. Donc, si on associe tout ça, c'est ce que j'ai fait, commencer à travailler avec beaucoup d'antioxydants, resveratrol, quercétine, curcuminoïde, Q10, toutes ces choses-là, tous ces éléments qu'on a vus précédemment. On a modifié l'alimentation. Donc, chez moi, important. De toute façon, tout le monde qui vient chez moi modifie parce que personne ne respecte l'équilibre acido-basique, parce qu'ils ne le connaissent pas, tout simplement. Donc, un bon équilibre acido-basique, je le répète, c'est avoir 70% de son alimentation alcaline et 30% de son alimentation acidifiante. Donc, c'est vachement important. Ce ratio, il est super important parce que si vous avez une alimentation qui est dominante de produits acidifiants, même si c'est cuit à la vapeur, même si c'est bio, même si c'est local,
même si c'est cru, mais ce que vous voulez, bah, il y aura toujours un déséquilibre au niveau de l'acide basique. Donc, à un moment donné, vous allez être toujours déminéralisé ou à la limite, voire pour certains, selon ce qu'on consomme, bah, par exemple, une acidose tissulaire qui est assez importante et bien installée. Donc, voilà. Donc, on a fait le tour. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider dans votre pratique pour traiter les maladies cardio. Alors, Merci je vais Jean-Claude. revenir avec vous. Je reviens avec vous. Tac.